C'était une belle jeune femme et elle a disparu sans laisser de traces. Les gens ont commencé à s'inquiéter. Elle avait peut-être été enlevée. La secrétaire du gouverneur a disparu. Les rumeurs de double vie se multiplient. Elle parle de lui comme d'un jaloux maladif qui a besoin de tout contrôler. Un des hommes les plus puissants du Delaware en sait-il plus qu'il ne veut l'admettre. Je voulais vraiment croire qu'elle était vivante, que ce que je savais aiderait les enquêteurs à la sauver. Imaginez que la réalité est pire que ce que vous pensiez. Tous les ingrédients étaient réunis. Le sexe, la politique, le pouvoir, l'argent. Pour Vanity Fair, l'écrivain Jenette Conant a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Le secret du Summer Wind ». Le voici en images. Wilmington abrite de nombreuses entreprises qui font partie des 500 les plus riches des États-Unis. C'est la ville parfaite, avec une certaine élégance du Sud. Wilmington, c'est un peu comme le soap-opéra Peyton Place. En 1996, Wilmington est aussi le fief du gouverneur Tom Carper. Anne-Marie Fahey, native du Delaware, est une des plus proches assistantes de Carper. Anne-Marie était la secrétaire du gouverneur Carper. Elle était l'image publique du bureau du gouverneur. Ce poste lui permettait d'accéder à des gens puissants et de les côtoyer. Elle excellait dans ce rôle. Elle était très énergique et très charismatique, mais tout cela n'était qu'une façade. Anne-Marie avait une personnalité enjouée, mais elle était aussi perturbée. Elle avait vécu de véritables tragédies. Sa mère était morte quand elle était enfant et son père avait sombré dans l'alcoolisme. Elle n'avait jamais eu de figure paternelle. Anne-Marie était la plus jeune d'une famille irlandaise catholique très soudée. Avant de mourir, sa mère a fait promettre à ses frères et sœurs de s'occuper d'elle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Elle a reçu beaucoup d'amour et tout le monde disait que lorsqu'elle souriait, elle illuminait la pièce de sa présence. Elle était aussi organisée dans sa vie privée que pour gérer l'agenda du gouverneur. Elle était toujours à l'heure. Elle n'annulait jamais un rendez-vous. Elle n'était pas chargée de planification pour rien. Les emplois du temps, c'était toute sa vie. La famille Fahey avait prévu de se retrouver pour dîner le samedi soir. Anne-Marie Fahey n'est pas venue à ce dîner et elle n'a pas non plus retrouvé son petit ami avec qui elle avait rendez-vous pour boire un verre dans un restaurant du coin. Quand elle n'est pas venue ce soir-là, sa sœur Kathleen et son petit ami Michael sont allés à son appartement. La première chose qu'ils ont vue, c'est que son lit n'était pas fait. Des vêtements traînaient sur le sol. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Ils ont trouvé 12 messages sur le répondeur, datant de la soirée de jeudi. Son portefeuille était là, ses cartes de crédit aussi. Ils sont allés se renseigner auprès des voisins et ont appelé ses amis. La panique de Kathleen augmente à chaque appel. Personne ne semble savoir ce qui a pu arriver à Anne-Marie. Les derniers à avoir eu de ses nouvelles étaient ses collègues le jeudi. Elle leur a dit qu'elle prenait son vendredi. Ce n'était pas dans ses habitudes de disparaître pendant plusieurs jours. Kathleen savait que quelque chose de terrible s'était produit. Elle a appelé le bureau du gouverneur et il a immédiatement envoyé ses gardes du corps et a appelé la police. Pendant qu'elle attend l'arrivée des enquêteurs, Kathleen Fahey fait une découverte dans le salon d'Anne-Marie.
3 lettres provenant d'un avocat très respecté de Wilmington. Ils ont trouvé des lettres provenant du cabinet juridique de Thomas Capano, avec son nom inscrit tout en haut. La teneur des échanges était très intime, ce qui laissait penser qu'ils entretenaient une relation. Tom Capano, qui a 17 ans de plus qu'Anne-Marie, est un homme puissant, avec de nombreux appuis politiques dans le Delaware. Capano est un ancien procureur général adjoint. Les frères et sœurs Fahey ont été choqués d'apprendre que leur sœur avait une liaison avec un homme bien plus âgé qu'elle. Si Anne-Marie n'a pas parlé de sa relation avec Capano à sa famille, qu'a-t-elle bien pu cacher d'autre? Les enquêteurs se rendent immédiatement au domicile de Capano pour voir s'il a des réponses à leur fournir. Il était plutôt disponible et serviable. J'ai dit, écoutez Tom, tout ce que je veux, c'est m'assurer qu'Anne-Marie va bien et est en sécurité. Et après ça, on repart. Il nous a révélé qu'ils avaient une liaison. Il a dit que la dernière fois qu'il l'avait vue, c'était le jeudi soir. Et ils avaient rendez-vous pour dîner à Philadelphie. Il a aussi dit « Je suis sûr qu'elle sera de retour lundi et que tout ira bien. Il n'y a rien de grave. » On lui a clairement fait comprendre que si elle ne réapparaissait pas, on reviendrait. Le lundi suivant sa disparition, à son bureau, tout le monde priait pour qu'elle arrive. Mais elle n'est jamais revenue. Les gens ont commencé à s'inquiéter. Elle avait peut-être été enlevée en rentrant chez elle. Il y avait de nombreux viols et cambriolages non loin de chez elle. Il fallait envisager cette piste. Les hélicoptères de la police survolent la zone autour de l'appartement d'Anne-Marie, cherchant des signes de la jeune femme. Ils ne trouvent rien. Quand quelqu'un disparaît, on espère toujours que ça finira bien. Mais une semaine était passée, on n'avait aucune nouvelle, aucune preuve que son portable avait été utilisé. Le fait que cette belle jeune femme disparaisse dans une ville agréable et sûre était une nouvelle importante. Et ça a eu des répercussions dans le milieu politique de Washington. Le président Clinton a dit au gouverneur Carper que toutes les ressources fédérales étaient à sa disposition pour aider à retrouver Anne-Marie. Elle vivait dans une rue qui donnait sur des hectares et des hectares de bois bordés par la rivière Brandywine. 300 amis, membres de la famille et collègues qui connaissaient Anne-Marie se réunissent et fouillent le Brandywine Park. On marchait les uns à côté des autres sur toute la longueur du parc. On cherchait quelque chose qui puisse permettre de la retrouver. On avait des émotions contradictoires. On ne souhaitait pas la retrouver dans ces bois. Surtout pas. Quand le parc a été fouillé, les Fahey étaient devant avec la police. On behalf of the Fahey family, I would just like to thank everybody for coming out and showing their love and support for Anne-Marie. Je pense que c'était difficile pour eux de renoncer. On n'a rien trouvé. Given the circumstances, it all looks very grim to us. Sans preuves scientifiques et sans la moindre piste, les enquêteurs se concentrent sur l'homme qui, selon eux, est le dernier à avoir été vu avec Anne-Marie, Thomas Capano. Ce fameux jeudi soir, Thomas Capano l'a emmené au restaurant Panorama. Nous nous sommes rendus au restaurant Panorama et nous avons interrogé Jackie Donsack, qui se rappelait avoir servi Capano et Fahey. La serveuse a raconté aux enquêteurs à quel point ils avaient l'air mal à l'aise. Ils se parlaient très peu, ils ne souriaient pas, ils ne s'embrassaient pas. C'était très triste. Les frères et sœurs d'Anne-Marie étaient persuadés que Tom devait savoir quelque chose sur la disparition de leur sœur. Ils ne savaient pas s'il lui avait fait du mal, mais ils étaient convaincus qu'il ne disait pas tout à la police. Anne-Marie Fahey, 30 ans, a disparu sans laisser de traces.
Jeanette Conant, journaliste d'investigation, suit l'affaire pour Vanity Fair. C'était une jeune femme qui semblait tout avoir pour elle. Et on ne sait pas comment, elle a eu une aventure avec cet homme très beau et plus âgé qu'elle, et à partir de là, sa vie a basculé. La police pense que l'homme avec qui Anne-Marie Fahy a eu une liaison est le dernier à l'avoir vue vivante. Il s'agit de Tom Capano, une figure importante des milieux politiques et juridiques du Delaware. C'était un Capano, et ce nom était très connu. Thomas Capano était le bon Capano. C'était celui qui n'avait jamais eu d'ennui. Ils étaient 4 frères. Et ses 3 autres frères avaient tous eu des démêlés avec la justice pour des faits criminels. Louis était un excellent homme d'affaires. Il a permis à sa famille de gagner des millions dans l'immobilier. Mais il était soupçonné d'avoir versé des pots de vin à des responsables politiques. Et il y avait Joe Capano. Lui était devenu obsédé par une de ses maîtresses et il avait été accusé de l'avoir kidnappée et violée. Mais la vraie brebis galeuse de la famille est le plus jeune frère de Tom, Jerry Capano. Jerry aimait les voitures rapides, les bateaux rapides, il aimait la drogue et l'alcool. Et il a été arrêté avec les 2 sur lui. Je suis allé à l'école avec Jerry. On avait presque de la peine pour lui parce qu'il n'arrivait pas à se prendre en main. C'était le brave gars de la famille Capano. Tommy était celui que tout le monde aimait. Tommy était le Golden Boy. Je pense que la famille était très importante pour Thomas Capano. Il avait rencontré sa femme Kay au Boston College. Il vivait dans un très grand et très élégant manoir qui était l'ancien diocèse catholique. Je savais que Tom était très attaché à la famille. C'était la dernière personne sur Terre qu'on pouvait imaginer avoir une liaison. Personne à Wilmington ne semblait savoir qu'il menait une double vie. Thomas Capano et Anne-Marie se sont rencontrés à une réception. Et elle s'est tout de suite sentie très à l'aise avec lui, car elle l'avait vu au bureau du gouverneur. Ils avaient des relations très amicales quand ils se croisaient. Un jour, elle lui a dit « Quand est-ce que vous m'emmenez déjeuner ?» Il y a d'abord eu un déjeuner, puis 2, puis c'était 1 fois par semaine, puis 2 fois. Je crois qu'elle était attirée par les hommes plus âgés, qu'elle était sensible aux compliments. Si quelqu'un faisait attention à elle, elle pouvait succomber. Elle est tombée amoureuse de lui. Elle était très catholique. Dans son journal intime, elle a écrit à de nombreuses reprises « Il est marié, il a 4 enfants ». Elle se sentait coupable de fréquenter Thomas Capano, ça lui pesait. Elle était de plus en plus renfermée. 18 mois après le début de leur liaison, Tom Capano prend une décision qui choque tout le monde. Il a dit à sa femme qu'il voulait qu'ils se séparent. Il a loué une spacieuse maison en briques dans un quartier familial, calme et cossu. Anne-Marie n'assumait pas le fait qu'il ait quitté sa femme. Elle ne voulait pas être celle qui avait causé la fin de ce mariage. Elle avait commencé à dire à Thomas qu'elle voulait mettre un terme à leur relation. Capano devait tout contrôler, tous les aspects de sa vie. Mais quand il a commencé à perdre le contrôle sur Anne-Marie, on pouvait imaginer ce que ça allait déclencher chez lui. La police lit chaque page du journal intime de Anne-Marie Fahy. Il relate la façon dont sa relation avec Capano a changé au fil du temps. Son journal intime a clairement montré qu'elle avait peur de lui et qu'il l'avait menacé. Il était entré par effraction chez elle et avait détruit des cadeaux qu'il lui avait faits quand elle avait tenté de s'éloigner de lui. Son obsession pour Anne-Marie n'a cessé de s'accroître et je crois qu'il ne pensait plus qu'à ça. Elle était toujours en contact avec Thomas. S'il ne l'appelait pas, il lui envoyait des emails. Et il lui en envoyait tout le temps. Dans leurs emails, on voit qu'elle essayait de prendre ses distances, mais ça ne l'arrêtait pas. À ce moment-là, elle a rencontré Michael Scanlan,
un jeune banquier provenant d'une famille catholique irlandaise très soudée. Elle a dit à sa sœur Kathleen qu'elle pourrait se marier avec lui. C'était une étape très positive. Je crois que ça lui a permis de se sentir plus autonome pour rompre avec M. Capano. La dernière page de son journal intime donne le frisson. Elle écrit « J'ai fini par rompre avec Thomas Capano ». Elle parle de lui comme d'un jaloux maladif qui a besoin de tout contrôler. Ne sachant comment faire face au comportement intimidant et terrifiant de Capano, Anne-Marie demande conseil à son psychiatre, le Dr Neil Kay. Les enquêteurs découvrent qu'Anne-Marie Fahy a vu le Dr Kay juste avant sa disparition. Lorsque ma patiente, mademoiselle Fahy, a disparu, les policiers m'ont contacté et je leur ai raconté notre dernière séance. Anne-Marie était mon dernier rendez-vous de la journée. Elle m'a dit qu'après notre séance à mon cabinet, elle allait retrouver M. Capano pour dîner avec lui à Philadelphie. Elle pensait qu'elle allait enfin pouvoir fixer des limites avec Capano et lui dire « Tu ne peux pas continuer à m'appeler. Il faut que ça s'arrête pour de bon. » Je lui ai tout de suite dit que je n'étais pas favorable à cette situation. Une heure plus tard, Tom Capano passe prendre Anne-Marie à son appartement. Thomas Capano l'a emmené dîner au restaurant Panorama. Ce fut un dîner silencieux. Ils n'avaient pas grand-chose à se dire. Thomas Capano dira plus tard à la police qu'il l'a déposée chez elle, vers 22 heures, et qu'elle a disparu sans laisser de traces. On savait qu'il ne la laisserait pas partir. Elle avait peur de lui. Il l'avait suivie, il l'avait menacée, il l'avait manipulée et il refusait d'accepter qu'elle soit amoureuse de Michael Scanlan. Nous avons fait tout notre possible pour établir précisément où était Capano à chaque minute du jeudi, du vendredi et du samedi de ce fameux week-end. Les enquêteurs examinent chaque détail de la première déposition de Tom Capano à la police. Il a déclaré qu'il avait pris de l'essence après avoir déposé Anne-Marie. Mais il s'est avéré que la station-service était fermée et que cette transaction n'apparaissait pas sur son relevé bancaire. Ils l'ont pris en flagrant délit de mensonge. Les enquêteurs tentent immédiatement de réinterroger Capano. Capano ne voulait pas coopérer. Il avait fait appel à ses avocats. Il en avait plusieurs. Quand je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas dans une situation lui permettant de répondre à nos questions. La famille Fahy lance un appel public pour obtenir de l'aide. We can't get on with our lives without Anne-Marie until we know, one way or another, that we're going to find out what happened to her. Anne-Marie Fahy est portée disparue depuis plus de 4 semaines. With no signs of a struggle or forced entry, Anne-Marie Fahy just disappeared without a trace. La police suspecte Tom Capano, son amant marié, d'en savoir plus que ce qu'il veut bien dire. L'élément qui l'a poussée à la tuer, c'est peut-être qu'elle veuille rompre avec lui alors qu'il avait quitté sa femme et ses enfants. Capano cesse de coopérer avec les enquêteurs. Des agents fédéraux passent au peigne fin les comptes de Capano, espérant trouver quelque chose qui leur permettra d'obtenir un mandat de perquisition pour son domicile. Nous avons obtenu par voie légale ses relevés bancaires. Et avec sa carte de crédit, il avait fait des achats dans un magasin de papier peint. Après avoir enquêté, les policiers ont découvert que ce magasin vendait plus de tapis que de papier peint. Capano avait acheté un tapis 1 jour et demi après la disparition d'Anne-Marie. Nous sommes retournés voir la gouvernante et nous lui avons demandé « Vous êtes sûr qu'il n'y a rien de différent? Vous n'avez constaté aucun changement concernant les tapis ?» Elle était en congé ce week-end-là. Quand elle est revenue, elle a remarqué que le tapis beige avait été enlevé et remplacé par un tapis oriental, dont les dimensions ne correspondaient pas à la pièce.
Elle a dit « Je viens de me rendre compte que non seulement le tapis a changé, mais le canapé du grand salon a disparu. » Ça a été une véritable révélation. Quand cette information a été divulguée, on pouvait se demander pourquoi s'est-il débarrassé de ces meubles. C'était une très mauvaise nouvelle pour M. Capano. Je me suis dit qu'il avait dû l'enrouler dans le tapis et se débarrasser du corps. J'ai appelé le premier substitut du procureur, Ferris Wharton, et je lui ai dit « Écoutez, on a assez de preuves pour obtenir un mandat de perquisition pour le domicile de Tom Capano. » On a frappé à sa porte à 5h45. Il ne l'a pas très bien pris. C'était un véritable cirque. Il y avait tant de gens impliqués. Ils ont fouillé toute la maison, pièce par pièce. On avait des experts en ADN. On avait l'équipe scientifique du FBI. J'étais en retrait, je les observais travailler. L'un d'eux a crié « Je crois qu'on a du sang ». Les enquêteurs trouvent 3 gouttes de sang. Sur une plainte, un radiateur et la porte de la buanderie. Trouver du sang, ça a été une étape cruciale. On n'avait aucune preuve jusque-là. À ce stade de l'enquête, ils ne savaient toujours pas si elle était morte ou non. Mais là, ils étaient face à une scène de crime potentielle. Nous n'avions pas beaucoup de sang. Nous avions un échantillon plus petit qu'un confetti. Ils ne pouvaient pas prouver qu'il s'agissait du sang d'Anne-Marie. Son appartement était si immaculé qu'ils n'avaient rien trouvé qui puisse servir d'échantillon ADN. On a vu dans son agenda que 2 semaines auparavant, elle avait donné son sang. On a donc contacté le laboratoire et ils nous ont dit « Oui, elle a bien donné son sang, mais il est déjà parti. » Nous avons pisté son sang jusqu'en Europe et nous l'avons rapatrié aux États-Unis. Il a fallu 2 ou 3 mois avant que les résultats ne tombent. Il y avait une correspondance. Les tests du FBI confirment que le sang trouvé chez Tom Capano est celui d'Anne-Marie Fahy. On a pris conscience que cette affaire n'en était qu'à ses débuts. Le gouvernement fédéral allait faire son possible pour tenter d'éclaircir les faits. Pour le FBI, Capano apparaît comme le seul suspect dans la disparition d'Anne-Marie Fahy. Mais en l'absence de corps ou de témoins, les preuves matérielles sont insuffisantes pour monter un dossier contre Tom Capano. Leur théorie était que peut-être il l'avait tué dans un accès de colère et avait mis le corps dans un tapis avant de s'en débarrasser dans une décharge. Ils n'avaient pas d'autre choix que de chercher. Nous sommes allés à la décharge. Pendant 2 semaines, en août à Wilmington, par 35 degrés et avec une forte humidité, nous avions une équipe d'au moins 50 personnes qui fouillaient les lieux. Nous avions tous à cœur de trouver quelque chose. On se disait, allez les gars, ce n'est peut-être pas loin. La décharge est gigantesque. C'était une tâche très frustrante. Nous pensions qu'un meurtre avait été commis, mais nous n'avions pas de corps, pas de témoins et pas d'armes. Au bout du compte, cela a été une recherche infructueuse. Plus les mois passent, et plus la pression de l'opinion publique pour que cette affaire soit résolue augmente. Connolly et son équipe cherchent une autre manière de corroborer les faits. Ils mettent en place une nouvelle stratégie. On s'est dit que si quelqu'un voulait se débarrasser d'un corps, ce serait dans une décharge ou alors dans la mer. On a supposé qu'il avait dû avoir besoin d'aide. Et on a pensé à l'un de ses frères. On s'est concentré sur Jerry, en toute discrétion, puisqu'il avait un bateau. Le bateau de Jerry, le Summer Wind, se trouvait à Stone Harbor. Il pouvait aller loin dans l'océan Atlantique. Les enquêteurs vont sur place pour examiner le bateau. Et l'affaire prend une tournure inattendue. Après la disparition d'Anne-Marie, nous avions pu établir que Jerry avait vendu le Summer Wind. Le Summer Wind a été vendu quelques jours après la disparition d'Anne-Marie. Lorsque les enquêteurs interrogent les nouveaux propriétaires, ils leur révèlent une information surprenante. Le Summer Wind n'a plus d'encre.
Quand les enquêteurs établissent que Jerry avait vendu son bateau sans ancre et que Tom et Jerry Capano étaient à Stone Harbor ce jour-là, tout devient clair. Il avait tué Anne-Marie Fahey et ils avaient emmené son corps en mer. Connolly a compris que Jerry était le maillon faible. Nous avons pu parler avec des gens qui connaissaient Jerry et nous avons eu la preuve qu'il se droguait régulièrement. Nous avons organisé un coup monté avec un agent infiltré dont le but était d'obtenir un mandat de perquisition pour fouiller le domicile de Jerry Capano. On savait qu'il serait en possession de drogue et on en a trouvé chez lui et dans sa voiture. Le 8 août 1997, les agents saisissent 21 armes à feu et de petites quantités de cocaïne et de marijuana au domicile de Jerry Capano. Il y avait des enfants dans la maison. La famille et les services sociaux ont été appelés immédiatement. Jerry avait peur d'être envoyé en prison. Il avait peur de perdre la garde de ses enfants. Il était littéralement en train de craquer. Il est allé voir Tom et il lui a dit « Ils vont détruire ma vie ». Il l'a supplié de se rendre, mais Tom a refusé et il lui a dit « J'étais là pour toi quand tu as eu besoin de moi. Maintenant, c'est ton tour de me protéger. » On a embarqué Jerry et on lui a dit « Vous allez être inculpé et passer de nombreuses années en prison si vous ne coopérez pas. » Colm Connolly s'attendait à ce que Jerry ait joué un petit rôle. Mais il était loin d'imaginer le récit incroyable que Jerry était sur le point de lui raconter. Une enquête approfondie de 18 mois a convaincu la police que le très influent Tom Capano avait tué Anne-Marie Fahey, alors âgée de 30 ans. Ils ont enquêté comme ils auraient pu le faire avec la mafia. Il s'agissait d'une conspiration, et le seul moyen d'en révéler tous ses secrets, c'est de faire parler un des conjurés. Le procureur Colm Connolly est persuadé qu'un des frères Capano sait ce qui s'est réellement passé le jour de la disparition d'Anne-Marie Fahey. On ne connaissait pas son rôle précis. Colm a proposé un arrangement à Jerry pour que ce dernier témoigne. Il avait beau être le vilain petit canard de la famille, il avait plus de sens moral que son frère aîné. L'histoire qu'il a racontée à Connolly en sanglotant était particulièrement horrible. Le récit de Jerry commence le 28 juin 1996, quelques heures seulement après la disparition d'Anne-Marie Fahey. À 6 heures du matin, Jerry s'est réveillé et a aperçu son frère assis dans son SUV garé devant chez lui. Il a tout de suite compris que quelque chose de terrible venait de se produire. Tom était venu le voir quelques mois auparavant. Il lui avait dit que quelqu'un essayait de le faire chanter et qu'il allait peut-être devoir réagir, qu'il allait peut-être devoir le tuer. Mais ce matin-là, quand Jerry voit son frère devant chez lui, il comprend que son frère ne plaisantait pas. Jerry a demandé à son frère « Tu l'as fait ?» Et Tom a répondu « Oui, j'ai besoin de ton aide. » Ils sont montés dans la voiture et sont allés chez Tom. Et là, Jerry a vu dans le garage une grande glacière blanche. Et Tom lui a dit « On doit la charger dans la voiture, l'emmener sur ton bateau et s'en débarrasser. » Ils ont roulé jusqu'à Stone Harbor, qui se trouve à 2 heures de route. Et ils ont chargé cette gigantesque glacière en plein jour. Ils ont quitté le port comme s'ils allaient faire une partie de pêche. Ils ont navigué sur l'océan jusqu'à une zone appelée Mako Ali, où la profondeur atteint 45 mètres. On pêche beaucoup le requin dans ce secteur. Quand le Summer Wind atteint Mako Ali, Tom Capano jette la glacière par-dessus bord.
Ils pensaient que la glacière coulerait au fond de l'océan et qu'on ne la reverrait jamais. Mais ça n'a pas marché. La glacière flottait à la surface de l'eau. Took my shotgun out, shot it once with a deer slug, and it still wouldn't sink. I maneuvered the boat back to where the cooler was floating. He held it next to the boat. I backed him, telling him we were wrong. Jerry aperçoit un filet de sang s'écouler par le trou et il perd ses moyens. Il pouvait entendre Tom en train de batailler avec la glacière. Tom ne peut compter que sur lui-même. Monte la glacière, sort le corps et enroule l'ancre autour. Il a entendu Tom vomir pendant que ce dernier était en train de jeter le corps par-dessus bord. En entendant cela, Jerry se retourne et aperçoit le pied d'Anne-Marie s'enfoncer dans les profondeurs de l'océan. Il s'est tourné vers Tom et il a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais il était déjà trop impliqué. Alors Jerry a éclaté en sanglots. Il savait pertinemment qu'il avait aidé Tom à se débarrasser du corps. Alors ils ont démonté la glacière et ont jeté les morceaux à la mer. Mais ce n'était pas encore fini. À terre, les deux frères se débarrassent du tapis et du canapé tachés de sang en les jetant dans des bennes à ordures appartenant à leur frère, Louis Capano. Louis est venu juste après Jerry, et sa version des faits a corroboré certaines choses que venait de nous dire Jerry. My brother Tom called me at my house. He asked me to have the dumpster done. And in the dumpster, I saw what looked to be like a sofa turned upside down. Il faut rappeler que c'étaient ses frères. Ils l'ont soutenu autant qu'ils le pouvaient. Ils ont compris qu'il fallait choisir entre sauver leur peau ou trahir leur frère. Et ils ont trahi leur frère. Mettez-vous à la place des Fahey. À ce moment-là, la réalité est pire que ce que vous pensiez. Kathleen Fahey a découvert que les dernières heures d'Anne-Marie avaient été particulièrement terrifiantes et que sa sœur avait été jetée à la mer. Son corps n'allait donc jamais pouvoir être retrouvé et on ne pourrait jamais l'enterrer. Quelques jours plus tard, Connolly a fait comparaître Jerry et Louis devant le grand jury. Le but était de pouvoir inculper Tom, de se rendre chez lui, de lui passer les menottes et d'annoncer son arrestation. Le 12 novembre 1997, plus d'un an et demi après la disparition d'Anne-Marie Fahey, les frères Capano témoignent devant le grand jury. Et pendant l'audience, Eric Alpert a été contacté par les agents qui surveillaient Capano. Ils m'ont dit, il a chargé des valises dans sa voiture et il a pris la route. Il se dirige vers le nord sur l'autoroute 95. On avait peur qu'il tente de prendre la fuite. On s'est dit que Jerry ou Louis lui avaient peut-être dit qu'ils allaient coopérer. Colm nous a dit, allez-y, arrêtez-le, ne le laissez pas passer la frontière. La police craint que Tom Capano, qui fut l'un des avocats les plus puissants du Delaware, se soit maintenant transformé en fugitif. « 18 mois après la disparition d'Anne-Marie Fahey, Colm Connolly a enfin la preuve qui lui manquait pour inculper Thomas Capano de meurtre. Sa mise en examen étant imminente, Capano fait ses valises, prend sa voiture et file vers le nord sur l'autoroute 95. Sur ordre de Connolly, les agents chargés de la filature de Capano l'arrêtent sur l'autoroute et le placent en détention. Ce matin-là, après l'arrestation de Tom, on était au bureau et on lisait les journaux. Ils parlaient tous de la façon dont Tom s'était débarrassé du corps. J'étais à côté d'Eric Alpert quand son téléphone a sonné. La personne à l'autre bout du fil lui a dit « J'ai trouvé une glacière dans l'océan Atlantique, au large des côtes du Delaware, à l'époque de la disparition d'Anne-Marie Fahey. » Je lui ai demandé « Vous avez des détails ?» Et il a répondu « Elle n'avait pas de couvercle et était percée de 2 impacts de balles. »
Les glacières de cette marque ont tout un code barre en dessous. Le bureau de Connolly a pu relier le code de la glacière au magasin où elle avait été achetée. On avait déjà épluché tous les achats qu'il avait effectués avec sa carte. Donc, en 10 minutes, on a pu prouver que Tom Capano avait bien acheté cette glacière. Le temps avait passé et on n'allait pas y trouver de preuves médico-légales, mais ça corroborait une fois pour toutes la version de Jerry. Le 26 octobre 1998, 2 ans et demi après la disparition d'Anne-Marie Fahy, le procès de Tom Capano s'ouvre enfin. Lors du procès, j'ai présenté la glacière au jury. Et j'avais vraiment l'impression d'être un croque-mort. C'était son cercueil. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience. Un profond sentiment d'horreur régnait dans la pièce. On ne pouvait pas regarder cette glacière sans imaginer les choses terribles qu'il avait dû faire à son corps pour qu'elle puisse y rentrer. Je me rappellerai toujours de ce moment incroyablement triste. Ce procès, qui va durer 12 semaines, passionne la population de Wilmington et le reste du pays. Tous les ingrédients étaient réunis. Le sexe, la politique, le pouvoir, l'argent. Ça a passionné le pays. Le passage de Jerry à la barre a été l'un des moments les plus dramatiques du procès. Jerry savait que son témoignage pourrait servir à faire condamner son frère à mort. Et pendant tout son interrogatoire, il n'a cessé de regarder sa mère. Elle avait l'air furieuse. Jerry a résisté au contre-interrogatoire et nous avions de nombreuses preuves indirectes qui corroboraient tout ce qu'il avait dit. Alors que ses avocats s'apprêtent à conclure, l'accusé prend une décision étonnante. Thomas Capano veut témoigner à la barre pour assurer lui-même sa défense. Avant que Tom ne témoigne, en l'absence de jury, ses avocats se sont levés et ont déclaré « Nous lui avons conseillé de ne pas faire ça ». Il a commencé à nous raconter une histoire impliquant une autre de ses maîtresses, Debbie McIntyre. Il a dit qu'il était sorti avec Anne-Marie et qu'ils étaient rentrés chez lui. Tom affirme que Debbie McIntyre est passée à l'improviste. Elle aurait été tellement bouleversée qu'elle aurait sorti un pistolet. Tom aurait essayé de le lui prendre et pendant la lutte, le coup serait parti et aurait touché Anne-Marie. C'est devenu la défense « c'est pas moi, c'est Debbie ». Ça a un peu secoué tout le monde, mais Connolly a décidé de poursuivre comme il l'avait prévu. Et c'est ce qu'il a fait. Le pistolet avec lequel Debbie McIntyre aurait tiré ce soir-là n'a jamais été retrouvé. Et quand elle est appelée à la barre, elle affirme sous serment qu'elle se trouvait loin de la maison de Tom, le soir où Anne-Marie a été tuée. Tom Capano regardait droit devant lui, sans aucune émotion. Debbie McIntyre était un pion de plus qu'il était prêt à sacrifier pour sauver sa peau. C'était à la fois étonnant et assez habituel pour Capano, qui avait l'habitude d'accuser les femmes. Il s'agissait de révéler sa vraie personnalité. Et il l'a fait de lui-même. Il a montré qui il était vraiment. Le côté sombre de Thomas Capano a flotté sur la salle d'audience du début à la fin. Et tout le monde l'a ressenti. J'ai eu beaucoup de clients. Tom est sûrement la pire personne que j'ai eu à défendre. C'est un homme qui avait tout et qui a tout perdu. Le 17 janvier 1999, Tom Capano est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. We never had any doubt that God and justice were on our side. Ils ne pourront jamais revoir Anne-Marie. Mais au moins, ils pourront se consoler en se disant que son meurtrier devra assumer ses responsabilités. Before we go, how would you like your sister to be remembered? I'd like to say she was as beautiful on the inside as she was on the outside.
Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'histoire d'Anne-Marie Fahy ne peuvent pas l'oublier. On ne peut pas s'en détourner et s'en défaire comme ça. Elle aurait dû avoir une longue vie bien remplie.